Voici le second numéro des Technos que vous retrouvez bien entendu via iTunes en audio, mais également via YouTube en vidéo. N'hésitez pas un seul instant à nous rejoindre également sur notre site web lestechnos.be. Voici le numéro 2. Et comme chaque semaine, on aborde l'actualité avec les technos, bien entendu. Alors, tout le monde est là, ou presque. On va commencer par qui? Tenez, Marc est présent. Bonjour Marc. Salut Marc, salut tout le monde. On a également Sébastien de l'autre côté. Tous les deux sont via Skype. Et puis en studio, Adrien ainsi que David nous ont rejoints cette semaine. Salut les gars. Bonjour. C'est la rentrée pour vous en quelque sorte. Hein. Vous avez apporté votre plumier, votre nouveau cartable. Oui, on a choisi le nouveau cartable pour la rentrée. Aussi, donc voilà. On est en studio, on est chauffé à blanc, qu'on puisse dire. On va aborder ensemble l'actu. Il y a pas mal de choses à aborder cette semaine. Je reprends mon petit document dans lequel on retrouve toute cette actu. On va commencer avec Marc, peut-être. Cette information qui concerne Microsoft qui rachète l'éditeur de Minecraft. Exact. Alors jusqu'à il y a peu, je suppose que le nom de Mojang ne voulait pas dire grand-chose au monde qui nous entoure, mais Minecraft, effectivement, avec ses 100 millions d'utilisateurs, parle beaucoup plus aux gens. Et Microsoft vient effectivement d'officialiser le rachat de Minecraft et donc de l'éditeur qui va avec. Il faut dire que la nouvelle a un peu fait paniquer les fans dans le monde parce qu'il y a quand même à peu près 100 millions de comptes actifs. C'est une des raisons qui a fait se décider Microsoft sur le rachat. Alors Microsoft a assuré que rien ne changerait et qu'ils allaient continuer à développer le jeu, à augmenter l'aspect collaboratif, communauté, etc., qu'ils veulent vraiment très fort garder. Le portage de Minecraft qui existe sur une foule de plateformes, dont la Xbox, n'est évidemment pas étranger à la démarche. Ce qu'on regrette par contre, c'est que le CEO de Mojang, Monsieur Notch, si ma mémoire est bonne, a décidé de quitter la boîte en disant que quelque part il ne se reconnaissait plus dans la taille qu'avait prise sa société et qu'il ne se voyait certainement pas comme un entrepreneur ou un co-CEO quelque part chez Microsoft. Mais bon, que les fans se rassurent, Minecraft continue. Oui, c'est ça. Ce serait dommage en même temps de perdre ce panier de Minecrafters, comment on appelle ça? Des crafters, effectivement. Des crafters, voilà. Mais ce n'est pas... Bon, on espère que ça ne se passera pas évidemment, mais ce ne serait pas la première fois qu'une acquisition tirerait un trait sur une communauté de plusieurs dizaines de millions de personnes. C'est pas faux. On parle de plusieurs dizaines de millions de personnes. C'est le cas de... c'est à peu près la quantité de personnes qui ont fait une mise à jour importante pas plus tard qu'hier, puisque iOS 8 était disponible. Il y a eu différentes installations. Sébastien, toi, ta réaction, c'est par rapport au volume de données à installer et surtout à conserver à disposition pour pouvoir faire la mise à jour. Alors, la mise à jour, la donnée à télécharger, on est toujours en dessous des 2 gigas. Par contre, j'ai essayé de l'installer effectivement sur mes différents e-bidules. Et mon premier bidule était un iPad Air qui était très gentil, il a fait la mise à jour. Le deuxième était un iPad mini, et l'iPad mini m'a dit, espace de 32 gigas, bon, voilà, désolé, j'avais pas cassé ma tirelire pour le plus gros. Et il m'a dit, tu dois trouver 7 gigas pour pouvoir installer iOS 8. Mais je suis désolé les gars, mais 7 gigas sur un iPad de 32 gigas, ça commence déjà à faire mal. Alors il y en a, sachant qu'il y en a qui vont jusqu'à 16 gigas, faut quasi vider son iPad pour pouvoir faire la mise à jour. Je trouvais ça un peu lourd. Mes premières réactions n'étaient pas non plus de la grosse extase, et j'avais quelques bugs d'affichage qui étaient assez désagréables, une impression assez... voilà. Comme Marc disait, d'OS, on en discutait ensemble ce matin, d'OS qui n'a pas l'air totalement terminé. C'est un petit peu l'impression que ça a donné à pas mal de gens. David avait peut-être une remarque à faire et des infos aussi à nous communiquer par rapport à iOS 8. Oui, simplement. Il est disponible, effectivement, tout le monde en profite. Donc, déjà, rien qu'au niveau des serveurs, il faut prendre son mal en patience. Effectivement, les 7 Go, ça peut être problématique pour les petites configurations. Il ne faut pas oublier qu'il y a des iPhones qui sont disponibles avec 8 Go. Ouais. Et donc, quand il en faut 7, on est obligé de refaire une installation stock. Donc, supprimer tous ces comptes, supprimer toutes ces données et puis recommencer. Maintenant, voilà, c'est pas plus mal. Moi, pour l'avoir fait en faisant des mises à jour sans repartir d'une version stock et
des mises à jour en repartant d'une version stock, je trouve que les résultats sont toujours bien meilleurs quand on reformate entre guillemets complètement l'iPhone pour repartir sur une installation propre. Ça, c'est un argument. J'imagine que du côté de Marc ou de Sébastien, on l'entend. On l'entend, effectivement. Moi, j'ai aussi j'ai réallumé mon iPhone 5 après quasi 6 mois de coma intensif pour simplement lui mettre la dernière version et voir un petit peu ce que ça valait. Alors, effectivement, quelques bugs. Une bonne grosseur pour le téléchargement des 970 mégas de la mise à jour. J'ai installé 2-3 claviers pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et ma première réaction, c'est que des claviers de type swipe sur un iPhone 5, ça fait bizarre. On n'est pas habitué à manipuler un truc aussi petit, et bien que ce soit précis, c'est vrai. Ouais. Par contre, ce qui m'a un peu tué, c'est j'ai joué avec pendant 30-45 minutes, j'ai perdu 20% de batterie. J'étais plus habitué à ça. Ah, ça, effectivement, c'est plutôt embêtant. Ici, en studio, avec David, justement, une petite réflexion, peut-être plusieurs petites réflexions. Tout d'abord, au sujet d'Apple Pay. On en a parlé déjà lors de la keynote. Tu avais une précision à apporter par rapport à Apple Pay. Oui, puisque Apple ne fait pas ça gratuitement. Donc, depuis aujourd'hui, on sait, il y a un chiffre qui circule beaucoup sur Internet qui est quand même de 0,15% sur toutes les transactions. Ouais. Donc les banques ont accepté, puisqu'il faut savoir que Apple ne stocke aucune donnée, donc ça ils ont bien communiqué dessus. Ils offrent une plateforme de paiement, mais 0,15%, on se dit ok, c'est pas énorme, mais on sait que le chiffre d'affaires qui va être généré au niveau de ces paiements, on parle en milliards. Ouais. Et donc 0,15% sur quelques milliards. Moi, je trouve ça quand même hyper intéressant. Donc, voilà, bien joué Apple. Et les banques ont l'air d'être plutôt consentantes. Il ne faut pas oublier aussi que pour les commerçants, il va y avoir une obligation, c'est d'acheter du matériel compatible. Tout à fait. On a vu ça chez nous, hein. Chaque fois les commerçants râlent parce qu'il y a un nouveau lecteur de cartes, etc. qui s'en vient, enfin bref. Tiens, justement, puisqu'on parle de mode de paiement, David, tu avais un mot à dire par rapport au NFC, donc le module qui permet de faire le paiement en quelque sorte, mais sans fil, ce qu'on appelle la communication dans un champ proche. C'est ça. C'est un petit peu ça. Serait bloqué sur l'iPhone 6, à quel titre? Alors, elle est bloquée. Il faut savoir que la puce en tant que telle qui est utilisée par Apple, puisque Apple n'est pas fabricant de la puce, mais donc bien intégrateur, la puce en tant que telle est ouverte. Apple a pris la décision de ne l'utiliser que pour l'Apple Pay. Donc, il ne communique que sur Apple Pay, il ne communique pas sur le terme NFC, qui permet de faire plein d'autres choses au niveau des smartphones Android, par exemple. Et donc, Apple a vraiment pris cette décision de se dire, ok, nous, on utilise cette technologie-là parce que c'est la bonne technologie, mais uniquement pour l'Apple Pay. Et donc, on pourrait l'avoir au niveau d'une ouverture pour l'utiliser dans les hôtels comme carte d'entrée. Vous voyez, les cartes qu'on reçoit voilà, quand on va s'inscrire, là, on pourrait directement activer son iPhone pour l'utiliser comme clé. Maintenant, pour le moment, il n'y a pas de développement par des tiers. Donc, tout va être concentré vraiment et réglé par Apple en direct. Je pense qu'on a fait, peut-être que du côté, je vois des mains qui se lèvent à gauche et à droite. D'abord, Sébastien, peut-être un mot à ajouter. Oui, j'ai un mini-mot, c'était des brèves que j'ai vu passer cette semaine, mais j'ai pas... voilà, on va pas faire 4000 brèves, mais en parlant paiement justement, en Belgique, il se passe vraiment beaucoup de choses pour le moment. La semaine passée, on avait parlé de Secure, et cette semaine-ci, il y a eu des annonces de Mobistar qui faisait un partenariat avec Mastercard pour faire du paiement mobile, et on a eu aussi une annonce de la part de Fortis qui effectivement débarquait avec une solution concurrente à tout ce qui était Atos. Donc ça bouge de ce côté-là. Ça bouge beaucoup. Ça bouge pas mal, effectivement. Et puis il y avait Marc également qui manifestement se manifestait. Alors effectivement, j'ai une petite info que j'ai vu passer juste avant qu'on commence notre podcast. En fait, suite à la mise à jour, la mise à disposition de iOS 8, il y a un autre appareil Apple qu'on a un peu tendance à mettre de côté, qui a aussi eu une grosse mise à jour majeure de son OS, c'est l'Apple TV, qui passe en version 7, qui s'aligne au niveau du look sur iOS 7, iOS 8. Grosso modo, je crois que ça va être le seul gros changement marquant. Par contre, à partir de maintenant, l'Apple TV peut aussi être utilisé comme balise iBeacon. D'accord. Voilà. Et puis David avait aussi, du coup... Pour la dernière mise à jour d'Apple, effectivement, puisque Mavericks a aussi eu sa mise à jour, donc
l'OS pour les Mac. Oui. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est juste une mise à jour de sécurité. On attend tous Yosemite qui est prévu pour le mois prochain, donc encore un mois d'attente. Mais donc voilà, pour les propriétaires de Mac, ça vaut toujours la peine puisqu'on règle quand même pas mal de problèmes de sécurité. Et pour ceux qui utilisent régulièrement des serveurs SMB, donc Samba, manifestement l'accès aux fichiers serait facilité, ce qui a toujours été un des gros problèmes de Maverick depuis le lancement. D'ailleurs, à l'installation d'iOS 8, il y a certains questionnements, je vais y arriver, justement par rapport au nouvel OS des Mac pour l'acceptation de je ne sais plus quoi, l'accès au cloud, je crois, ou iCloud, etc. Donc il y a des questions qui se posent chaque fois à ce moment-là. J'imagine qu'on pourra revenir là-dessus au moment où ça se présentera réellement. Alors, Adrien n'a encore rien dit, et je pense qu'on a assez parlé de Mac pour aujourd'hui. Adrien, le bon français, dans le bon langage, apparemment, il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser en français, des anglicismes récurrents, et apparemment des gens se battent pour mettre en avant la langue française. Et oui, Marc, l'Académie française a encore frappé. Et comme nous sommes à la rentrée, on va apprendre à bien parler le français technologique. Voilà. Donc, la Commission générale de terminologie et de néologie, donc ça commence déjà bien avec des termes. Chouette. Donc, propose de nouveaux termes pour la langue française, et ils nous ont proposé toute une série de termes français à bien utiliser. Et donc maintenant, dorénavant, Marc, tu ne diras plus ce qu'on appelle un front office, mais un guichet. D'accord. Tu ne diras plus un back office, donc c'est l'interface d'administration, mais tu diras un arrière-guichet. D'accord. Arrière-guichet, très joli. Oui, c'est ça. Ensuite, tu auras le terme, par exemple, thumbnail, donc miniature, qui va devenir imagette. Ou encore lurker qui deviendra furteur. D'accord. Donc c'est encore ridicule. Ridicule. C'était la petite info de la rentrée. Je pense que tout le monde est d'accord. Je voyais Marc opiner du chef dans son coin. Effectivement, tout le monde est d'accord pour dire que ça sert strictement à rien, que ça ne fait qu'une seule chose. Ça ne fait qu'une seule chose, c'est ralentir nos communications, parler. À quoi ça sert d'utiliser un mot plus long en français alors qu'il existe un terme anglais, alors que je suis plutôt francophile. Le respect de la langue, monsieur, le respect de la langue. C'est nul, non, c'est nul. Si ça freine la communication, ça perd un peu de son intérêt. Il faut être. Disons que par rapport à la langue française, ça s'appelle normalement la commission des néologies. Moi, j'appellerais plutôt ça la commission des nécrologies. Là, on détruit la langue française, quoi. Effectivement. Merci beaucoup. Adrien, toujours. Tiens, on va rester chez toi avec un jeu. On ne parle pas souvent jeu dans ce podcast, mais là, c'est l'occasion, qui dépasse le cap des 20 000 joueurs. Ça valait la peine de le signaler. Tout à fait. C'est le jeu Hearthstone. Donc, c'est la société Blizzard. Donc, j'en parle parce que je fais partie de ces 20 millions de joueurs. D'accord. Donc, c'est le jeu Hearthstone. C'est un bon argument. Hein, voilà. J'y joue, donc il faut en parler. Et donc, en fait, c'est un jeu, ce qu'on appelle un trading card game. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a pas le trading, donc échange. Ouais. Donc, c'est un jeu de cartes à collectionner et à jouer qui part sur la tendance pour ceux qui connaissent, ceux qui ont connu dans leur adolescence, qui s'appelle Magic the Gathering. Donc, c'est un jeu de cartes à jouer, à collectionner, qui est connu par le monde. Et donc, Blizzard a fait le pari de lancer son propre jeu sur le net. Et ça marche du tonnerre. Le jeu est disponible sur Windows, OS X et iPad. Il marche de plus en plus. Le jeu a un modèle économique assez intéressant parce qu'on a la possibilité d'acheter des cartes ou de les gagner en faisant ce qu'on appelle des quêtes. Donc c'est réussir à faire certaines choses. Et donc voilà, aujourd'hui, on a passé le cap de 20 millions de joueurs. Il faut savoir que même à Bruxelles, il y a des compétitions qui s'organisent, avec même les finales projetées sur grand écran. Donc ça se passe à l'Outpost. Donc voilà, un petit jeu qui coûte pas cher, sauf si vous devenez accro, vous pouvez perdre de l'argent en achetant des cartes. Mais sinon, très chouette, très simple et très sympa. Donc 20 millions de joueurs pour Hearthstone. Ça, c'est des jeux, c'est bien, mais c'est bien aussi de sortir et de faire de longues promenades. J'essaie de trouver une transition pas trop nulle. De faire de longues promenades à vélo. Et là, et quand on fait de longues promenades à vélo, on s'arrête de temps en temps. On laisse son vélo, on l'abandonne et on peut se le faire voler. Mais c'était sans compter sur la poste. Ça, c'était avant. C'était avant. Il y a un mieux maintenant, il y a un plus. Un plus technologique. Oui, c'est alors une société belge ZTS que tout le monde connaît dans l'IT. Pas tout le monde, mais c'est ceux qui sont aussi derrière la carte d'identité. Donc, pour ceux qui nous connaissent un peu, ils savent qu'on connaît ce genre de société. Voilà. Non, et plus sérieusement, donc c'est ZTS et la Poste qui travaillent ensemble pour proposer un petit bétonio.
Ils aiment bien les petits bitonios. Ouais. Un petit bitonio qu'on accroche à son vélo en dessous de la selle. Et puis, effectivement, on s'identifie chez ZTS à la poste, enfin sur le service. Il y a un site dédié. Je ne sais plus comment il s'appelle, un site, c'était... CycleSafe, quelque chose. CycleSafe. Oui, c'est ça. Et donc, on s'enregistre et malheureusement, on se fait chouraver son vélo. Il y a des villes, il y a quand même quelques villes qui sont spécialisées là-dedans, ils ont des taux assez monstrueux. Et alors, les facteurs sont tous, du coup, équipés par ZTS d'un petit lecteur RFID pour, quand ils se promènent avec leur petit vélo, qui, espérons-le, ne se fera pas voler, qui détecte les tags en rue. Et donc, non seulement ZTS pourra savoir où vous vous promenez avec votre vélo, je pense qu'ils s'en foutent, mais surtout, si on vous a volé votre vélo, on pourra voir où est-ce qu'on l'a trouvé le vélo. C'est ça le plus important, peut-être. Oui, et alors ces données remontent à la police pour effectivement après aller rechercher le vélo dérobé. Alors c'est effectivement les chiffres en vol de vélo étaient assez importants et ça ne se fait pour le moment que dans quelques villes. Alors j'ai plus les villes en tête, mais c'était Bruxelles de souvenir en tout cas et de quelques villes flamandes. Enfin, Bruxelles, Bruges, Gand et Louvain. D'accord. Et le bitonio n'est pas très cher par rapport au vélo quand on se les fait voler, c'est 30 €. Donc ça vaut la peine. Voilà, donc une initiative plutôt sympathique, technologique. Je vois pas très bien ce que la Poste vient faire là-dedans. Mais l'avantage de la Poste, c'est qu'ils se promènent partout. D'accord, ok. Et à vélo. Il y a vélo en particulier. Tiens, garde la parole, Sébastien. On va parler de Huawei, ou je sais jamais comment on dit. C'est donc les Chinois qui fabriquent des smartphones. 3e fabricant mondial quand même. Huawei. Qui divorce de Windows. Et ça, c'est vraiment un sale coup pour Windows pour le coup, non ? C'est un sale coup. Alors, il y a deux news en une là-dedans. C'est que d'abord, Microsoft a annoncé effectivement qu'il simplifiait les noms Windows Phone, machin, tout le bazar. Ça devient maintenant un Windows. 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 Enfin, même pas point barre, Windows. Windows. Et donc, dans le même temps, Huawei, effectivement, décide d'annoncer qu'ils arrêtaient plusieurs projets de recherche et développement sur tout ce qui était Windows Mobile pour leur smartphone. Et ils abandonnent effectivement la plupart des futurs smartphones qui allaient arriver. Donc, le problème étant que question recherche, ça leur coûte beaucoup trop cher par rapport à ce qu'ils vendent, c'est classique, on vend pas, on arrête. Ouais, c'est ça le but, enfin c'est ça l'idée. C'est l'idée et ça fait assez, ça fait probablement mal à Microsoft et Huawei de son côté, lui, va se concentrer sur Android qui effectivement peut être plus customisé, parce que c'est un des reproches du Huawei à Microsoft, c'est que ils disent voilà, on est tous obligés d'avoir la même chose et donc on ne peut pas travailler sur les interfaces, sur des outils, sur des softwares installés, ce qu'on peut faire sur Android. Par exemple, effectivement. On va réveiller Marc. Je ne dors pas, je suis passionné, je suis avec attention. On parle de Microsoft, il me semble que c'est toi qui avais une brève concernant l'arrivée prochaine de Windows 9. C'est pour moi. Ah, c'est le nouveau Sébastien, je suis désolé. Je repasse la parole. Désolé de t'avoir réveillé, Marc, on reviendra vers toi bien sûr dans un instant. C'est pas grave. Encore Sébastien, j'avais pas vu en fait. Laisse-le digérer son thé. C'est sûr. Voilà. Donc Windows 9. Oui, alors Windows 9, il y a quelques vidéos qui commencent à circuler qui sont assez sympathiques avec l'arrivée du vieux nouveau menu démarrer. Ouais. Donc ça fait marrer un peu tout le monde, mais franchement, j'avais pas du tout envie de passer sur le 8, le 9, avec le retour de ce bon vieux menu démarrer, mode normal, classique, un desktop, pourrait me convaincre. Et alors l'arrivée c'est WinFuture qui a publié des vidéos, c'est assez joli, c'est le nouveau multi-desktop. C'est les choses qu'on connaît depuis très longtemps sous Linux. Alors pour ceux qui me connaissent un tout petit peu, je suis très très fan surtout du multi-moniteur, parce que le multi-desktop est très pratique quand on est sur son portable, mais le multi-moniteur est encore plus sympathique. D'accord. Mais donc maintenant je serais très content sur mon laptop de pouvoir faire du multi-desktop. Ça c'est vrai que donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le multi-desktop, en gros c'est vous avez votre bureau classique, donc vos fenêtres que vous voyez sur votre écran, et vous pouvez passer comme si vous aviez un deuxième écran virtuel. Un deuxième bureau. Vous pouvez en avoir deuxième, troisième, quatrième. Donc quand vous appuyez sur le bouton, vous avez vos fenêtres qui sont agencées d'une autre manière et d'autres fenêtres surtout. Ça, Adrien, dans le monde Linux, on connaît depuis quasiment le début. Oui, tout à fait. C'est quelque chose de tout à fait classique, passer d'un écran à l'autre. On voit bien d'ailleurs la petite mosaïque en bas à droite sur l'écran avec les 4 carreaux qui symbolisent les... Ça date des années 90, je connaissais déjà ça. Voilà. Mais c'est bien de ramener, de rafraîchir. Enfin, on nous rattrape, les temps. C'est ça. David, un clavier... Non, Marc.
Non, David. Non, moi, je dors toujours. David, un clavier qui m'énerve lui. Un clavier haut en couleur signé Logitech, ça va plaire aux gamers sans doute. Oui, surtout que c'est un clavier uniquement pour eux. Donc c'est le G910 Orion Spark RGB, donc qui est un clavier mécanique. Logitech n'est pas sur son premier modèle en clavier mécanique. Et par contre, ici, c'est le premier chez eux qui va être équipé de LED multicolore en dessous des touches. Et donc on va pouvoir paramétrer les touches avec différents profils pour pouvoir utiliser des codes couleurs. Et donc on sait que dans le monde du jeu, mais il n'y a pas que dans le monde du jeu, dans le monde de la post-production, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes, c'est de pouvoir mettre des codes couleurs en fonction des attributions qu'on a données aux touches. Et donc ça c'est plutôt bien. Il faut savoir que Logitech a fait confiance à une marque très peu connue au niveau des touches et donc ils communiquent énormément sur la qualité mécanique de ce clavier en insistant sur le fait que chaque touche serait capable de supporter 70 millions de clics. Pas mal. Donc oui, c'est quand même beaucoup. Que le débattement, donc le fait de devoir poussé sur la touche. Le débattement a été revu encore à la baisse à 1,5 mm contre 1,9 et 2,2 sur ce qui existait dans les grands classiques. Il faut savoir que le plus grand fabricant, c'est Cherry, qui est un fabricant pour les gens qui suivent l'informatique depuis 1990, qui est quand même relativement connu. Et qui avait une Marc gamme... adore. Voilà. Marc adore Cherry, hein Marc? Moi j'adore Cherry et je viens justement de trouver, et alors là j'ai remercié tous les cinq. On fait une parenthèse, mais moi je ris déjà dans ma barbe. J'ai trouvé un clavier Cherry BE, AZERTY BE, je me suis jeté dessus et je suis heureux et je fais tika tika clic clic avec un bonheur consommé. Voilà, clic. Mais arrêtez de le réveiller, s'il vous plaît. Marc a raison, c'est effectivement le clic-clic dont on n'a plus l'habitude sur les claviers traditionnels, mais qui est vraiment très recherché par les hardcore gamers, entre guillemets, qui sont des gens qui ont besoin d'avoir des claviers résistants. Mécanique, quoi. Oui, des vrais claviers avec une qualité, quoi. Parce que vous mettez un clavier traditionnel dans les mains d'un gamer, 2 semaines après... le clavier fonctionne 2 plus. semaines, tu es généreux. Voilà, généreux s'il joue pas trop longtemps. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a et la qualité de fabrication de Logitech avec des touches qui ont été retravaillées et qui sont encore meilleures que ce qui existait avant, et la gestion des LED multicolores sur le même clavier. Ce qui en fait un clavier un tout petit peu cher, puisque son prix public sera aux alentours des 180 €, où les concurrents, et donc Roccat par exemple, qui est une marque spécifique pour les gamers, se positionne à 159, et Corsair, qui est une marque de matériel relativement haut de gamme, est à 129. Razer tourne aux alentours des 140 pour le même type de clavier. Donc effectivement, Logitech essaye de se positionner sur le haut de gamme. Maintenant, le produit est vraiment très bien, très joli, très bien fini, fait de la qualité Logitech. Les Suisses savent faire de beaux claviers. Ils savent faire des beaux claviers, en attendant, je regarde Marc, il a avalé la cuillère de son thé. Totalement, là, 180 €. Tiens, on reste chez Logitech, David. Tu avais aussi une information concernant la domotique, en quelque sorte. Oui. Logitech rentre à fond donc crée vraiment une toute nouvelle gamme au niveau de la domotique et récupère des produits et continuer à faire évoluer les produits de la gamme Harmony. Donc la gamme Harmony, c'est tout ce qui était télécommande universelle, et donc il le pousse vraiment maintenant dans la domotique. Et donc à partir d'un Home Hub qui est vendu $99, puisque pour le moment ça a été annoncé aux États-Unis, c'est vraiment ce qui va permettre de connecter tous les appareils de la maison. Tous les appareils domotiques qu'on peut avoir dans la maison ensemble. On a la possibilité d'avoir un home control qui est de la nouvelle télécommande, mais qui n'est plus dans la gamme Harmony, qui s'appelle Home Control spécifiquement, qui est elle vendue à 150 €. Et après il y a l'Harmony Ultimate Home, qui est une télécommande tactile avec écran, donc on est à la limite de la tablette. C'est ça. Et là on est sur 350 $. Donc c'est pas bon marché. L'avantage de ces produits-là, c'est que ça fonctionne autant avec l'infrarouge que le Bluetooth, que le Wi-Fi. Donc ça ouvre vraiment toutes les connectivités possibles. Il faut savoir qu'il y a des accords qui sont déjà pris avec Nest, par exemple, qui est une marque qui fait un thermostat hyper design, qui arrive chez nous d'ailleurs, on en a parlé la semaine passée. Ça arrive tout bientôt. Avec Honeywell, qui est une marque qui est vachement avancée au niveau de la domotique, avec Philips, qu'on connaît mieux. Par exemple, les lampes Hue pourraient être télécommandées directement. Alors il faut bien détacher les mots. Les lampes Hue. Les lampes Hue. Les lampes Hue, ça veut rien. Donc les lampes Hue de la gamme Philips seraient compatibles aussi. Et puis après, on retrouve quelques grandes marques de la domotique générale.
Très bonne idée de la part de Logitech aussi. Ils ont prévu un software qui s'appelle Harmony Developer Program qui permet d'aller créer des softwares spécifiques. Donc c'est quand même ouvert, quoi. Donc, ouais, c'est ça. C'est leur intérêt aussi. C'est vraiment une plateforme complète domotique au niveau de la gestion. Très bien. Sébastien avait levé la main. Bah oui, j'ai une question parce que c'est un truc que j'aime encore bien. Tu sais, j'ai pas lu le communiqué, donc j'ai une question pour David. Tu sais si effectivement, quand il balance une nouvelle télécommande pour la Harmony et contrôler toute ta petite maison, tu peux encore au moins contrôler ta télé? Ouais, tu sais toujours contrôler parfaitement ta télévision. Et ça reste des applications. Mais par contre, effectivement, n'oubliez pas que sur toute la gamme Harmony, la configuration de base est relativement longue. Donc souvent, les gens laissent tomber ce type de produit alors qu'ils sont vraiment ultimes. Parce que c'est un peu compliqué. On peut créer des schémas, on peut raconter des histoires. Donc en appuyant sur un bouton de sa télécommande, elle peut allumer la télévision, éteindre les lumières, descendre les stores si on a des stores qui sont... Il ne faut pas s'asseoir dessus, quoi, parce que ça va poser des problèmes. Si on appuie sur le mauvais bouton, mais tout ça, donc ça prend du temps à être configuré. Mais voilà, c'est vraiment hyper intéressant une fois que ça fonctionne bien. Tu peux configurer le mode romantique dans ta maison. En fait. T'as les chenilles qui s'allument. Sébastien? Pour en avoir une Harmony, c'est clair qu'effectivement, ça m'a pris facilement 2 bonnes soirées pour avoir la config tip-top. Et le problème, c'est quand il y a un truc qui rate dans dans tout le schéma, c'est une catastrophe. Mais sinon, quand ça marche bien, c'est génial. Voilà, donc on aura encore l'occasion de parler de domotique parce que Sébastien est un vrai passionné, David aime bien aussi, enfin tout le monde aime bien, hein. Dès que c'est un peu technologique, c'est gadget, soyons clairs, c'est vraiment très amusant. Adrien, je serais capable de qualifier cet objet, le bel objet de la semaine, qui nous est proposé par Dell. C'est quoi? C'est une tablette sous Windows, on l'imagine. Oui et non. Enfin, pas nécessairement. Non, c'est pas. En fait, tout ce qui est assez impressionnant, c'est le matériel. Donc en fait, Dell a travaillé en partenariat avec Intel pour fournir en fait une nouvelle tablette qui est la Dell Venue 8 7000 et elle a fait un peu le 2000, buzz. Non, pas 2000. Non, c'est 7000. J'ai fait une faute de frappe, alors c'est la 7000. Autant pour moi. Donc, elle a fait le buzz. On n'a pas beaucoup d'infos quant à son prix, mais par contre, on a toute une série. On a déjà sa fiche technique. 8,4 pouces, des choses assez classiques. Ce qui est assez impressionnant, c'est d'abord le fait qu'on a de l'Intel Atom maintenant, le Z3500 quad-core, donc qui tourne entre 1,6 et 2 GHz selon les modèles. Je ne vais pas m'étaler sur la fiche technique. On a aussi une caméra 8 mégapixels avec 2 capteurs auxiliaires avec une nouvelle technologie, c'est RealSense d'Intel, qui est un module de caméra 2D 3D Full HD qui permet de gérer tout ce qui est profondeur de champ dans les clichés. Et alors le plus impressionnant, c'est son épaisseur 6 mm. Ça, c'était pour l'objet de la semaine, on va le qualifier comme ça. On l'attend. Oui, David. Et a priori, c'est sous Android. Voilà, donc c'est complet. On a toute l'info. Parfait. Tiens, le soft de la semaine, après l'application, le bel objet de la semaine, toujours avec Adrien, c'est un logiciel, pas n'importe quel logiciel, qui va être offert gratuitement et c'est assez marrant. Enfin, c'est marrant, c'est particulier. Oui, tout à fait. En fait, c'est SwiftKey. Donc, suite à. Donc, je parle jamais d'actu iOS, mais là, l'appli me plaît tellement que je le fais. Donc, iOS, suite à la dernière sortie. Je parlais pas de ça, mais tu peux. Suite à la sortie. Parce que l'appli existe depuis très longtemps sur Android. D'accord, ok. Et donc, c'est l'application SwiftKey. Donc, elle existe depuis très longtemps sur Android, puisque Android permettait d'avoir des keyboards, donc des claviers alternatifs. Quelle est la force? C'est la prédiction qui était très très puissante. Moi, ça fait des années que j'utilise. On se trompe de moins en moins. Il y a eu la technologie Flow, donc le fait de bouger, pouvoir glisser pour écrire les mots. Et donc, au début, c'était une application payante. L'application a tellement bien marché qu'ils ont offert l'application. Les gens ont gueulé, ouais, mais attends, moi je l'ai payé. Ils ont offert des thèmes gratuits. Donc, ils font un business model sur les thèmes parce qu'on peut customiser l'apparence de son clavier. Et donc, maintenant, grâce aux avancées au niveau d'iOS 8, il est disponible sur iOS. Moi, je parlais d'un tout autre soft, mais c'est bien d'en avoir parlé aussi, de celui-là, mais c'est un soft de dessin proposé, de modélisation 3D proposé par Pixar. C'est quand même, c'est un autre niveau, c'est encore autre chose. Voilà, mais tu vois, je prépare le terrain, on monte progressivement. En puissance. Renderman.
Renderman, tout à fait. Donc en fait, ce sont les studios de Pixar qui utilisent depuis très longtemps ce logiciel. Donc c'est pas le logiciel qui permet de gérer les animations, mais c'est tout ce qui est effets spéciaux, rendus, décors, etc. Donc c'est une grosse machinerie puisqu'il a permis de générer tous les Pixar qu'on a vus jusqu'à présent. Et donc il va, comme Pixar a une volonté de stimuler la créativité, ils le rendent gratuit à titre non commercial. Et donc, cet automne, le logiciel Renderman va être disponible. Bon, c'est pas accessible au commun des mortels, mais je trouve l'initiative assez sympa. Déjà, rien que par curiosité, aller jeter un coup d'œil, voir ce que c'est comme machinerie lourde. Et par après, si on est infographiste, pourquoi pas travailler avec et découvrir ce chouette logiciel. Il y a beaucoup d'informations dans l'actu de cette semaine. Il faut le reconnaître. On va passer la parole à Marc, cette fois pour de bon, ou presque. On est presque à la fin de ce numéro pour parler de l'arrivée de Netflix en Belgique, quand même. Il faut le citer. Non, c'est pas Marc. Il est bête. mais qui est bête. Oui, Netflix arrive incessamment sous peu. C'est tout proche. Il a déjà débarqué chez nos voisins français et on s'est rendu compte à cette occasion qu'il y avait quelques petites choses. Allô ? Oui, on est là. Ah d'accord, je pensais que j'avais... D'accord, pardon. On s'est rendu compte qu'il y avait quelques petites choses qui risquaient peut-être de fâcher les gens qui vont utiliser Netflix, notamment pour accéder à certaines séries exclusives à la marque. Et je pense notamment à la célèbre série House of Cards, qui est produite par Netflix, qui est le fer de lance et la tête d'affiche avec des acteurs prestigieux et une excellente série au demeurant. Mais en fait, on s'est rendu compte que dans certains pays, et c'est le cas en Belgique aussi, ce n'est pas Netflix qui a les droits pour diffuser la série qui est la sienne, c'est BTV. Et donc, au début, en tout cas, les gens qui vont s'abonner à Netflix risquent fort de devoir rester sur leur faim parce qu'ils ne retrouveront pas leur série via l'abonnement qu'ils auront pris pour voir cette série. Et c'est le cas aussi d'une autre série qui s'appelle Orange is the New Black, qui est en France détenue par Orange. Voilà, c'est toute une série de choses qu'il faut peut-être tenir compte. Alors ça peut être ajouté au fait que généralement le catalogue de Netflix est surtout composé de trucs qui ne sont pas tout récents. Il y a vraiment intérêt à voir quelle va être la balance prix-qualité, plus maintenant l'aspect droit de diffusion, pour voir si vraiment les choses vont prendre sur un marché belge qui au niveau télédistribution et programme télé est quand même déjà pas mal bien servi. On va terminer, si tu veux bien Marc, avec une information, enfin en tout cas là, je dirais la phrase du jour ou presque, qui a dit « Je vais souvent voir nos chercheurs, ils ont toujours de nouvelles découvertes, je suis certain qu'il y aura du nouveau Sony ». Ou un nouveau Sony, c'est le PDG de Sony qui a dit cette phrase, Kazuo Hirai. Malgré tout, Sony ne se porte pas super bien, en particulier la branche mobile, Marc. Non, effectivement, avec le succès de la PS4, on pensait qu'ils allaient aller beaucoup mieux. Ils ont d'ailleurs vendu pas moins de 10 millions d'exemplaires de la nouvelle console. Mais malgré tout, ils annoncent 2,1 milliards de dollars de pertes à l'issue de cette année fiscale. Et en fait, ils attribuent cette perte au fait qu'ils ont surestimé les revenus générés par les smartphones et les tablettes, donc tout le secteur mobile. Et les mauvais résultats vont, hélas, comme d'habitude, entraîner des restructurations. Alors que ça fait quand même à peu près 5 ans que maintenant Sony essaye de redresser la barre financièrement. C'est pas toujours facile. C'est pas facile, effectivement. Je vais y arriver. On aurait pu vous parler de bien d'autres choses encore, comme de Google qui lance des Nexus à moins de 100 €, mais c'est pas pour chez nous, comme Amazon qui rafraîchit sa gamme de liseuses. On aura certainement l'occasion d'en reparler lors d'un prochain numéro. Mais là, on a déjà fait un gros tour de l'actu. Je pense que tout le monde sera d'accord pour le dire. Merci Marc. Via Skype toujours, ainsi qu'à Sébastien également, et puis également nos chroniqueurs en studio, Adrien et David. On se retrouve très vite. Juste oui, petite remarque. Libérer les chroniqueurs. Oui, libérons les chroniqueurs. Tout ça pour dire que nous sommes également disponibles, il fallait le préciser, aussi en vidéo, dans un décor un peu sobre pour l'instant, mais qui va s'égayer au fil des semaines, c'est le moins qu'on puisse dire. N'ayez crainte, on ne va pas rester prisonnier comme ça très, très longtemps. Enfin, en tout cas, j'espère. Merci beaucoup à tous et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.